This meeting is being recorded. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bonjour Gudrun Ledegen. Nous sommes très très heureux de t'accueillir dans notre séminaire Mon nom et personne. Avant de te donner la parole pour que tu te présentes un petit peu et puis ensuite pour que tu fasses ta communication, dire que Mon nom et personne, c'est un groupe qui existe depuis 3 ans maintenant, qui est à l'origine, comment dire, le nom provient à la fois de Ulysse, bien sûr, mais aussi du film qu'a produit Sergio Leone il y a quelques années, un film un peu inoubliable aussi. Et le nom Mon nom et personne, il s'avère que Georges Kléber l'avait pris il y a quelques années dans une de ses communications orales, et à juste titre, semble-t-il, parce que, comme le disait Guillaume, il n'y a pas de problème plus difficile et peut-être plus important que celui de la personne en langue. Alors, on a eu la prétention, timidement, mais en tout cas clairement, de reprendre cette question de la personne en faisant exprès de la brosser, de la prendre de la façon la plus large possible pour éviter justement de la regarder sous un angle étroit, ce qui fait que on a des communications et des interventions qui éclairent cette notion de personne de façon très différente, aussi bien d'un point de vue de la linguistique dite interne que de la linguistique dite externe. Et le séminaire en ligne est une des façons de justement de présenter ces diversités d'approches, à la fois syntaxiques, morphologiques, énonciatives, et aussi, parce que c'est la deuxième fois qu'on aura une intervention dans cet ordre-là, une relation entre la langue, du point de vue de son fonctionnement, et aussi le monde extérieur, parce qu'après tout, je pense que les sciences du langage sont aussi appelées à dire des choses du monde. Voilà. Voilà, je crois que j'ai dit beaucoup de choses. Je te laisse la parole, Gudrun, à la fois pour te présenter, et puis ensuite, quand tu voudras, tu démarreras ton intervention. Parfait, parfait. Alors, je me présente très, très rapidement. Comme vous l'entendez, effectivement, et vous le voyez à mon nom, je ne suis pas francophone ni française, je suis belge, néerlandophone. Je viens d'Anvers, Antwerp. Et ça fait depuis bien plus d'années que je suis en France que je n'ai été en Belgique, effectivement. Donc, a priori, ça devrait aller pour le français. Mais du coup, ça permet aussi de comprendre que ce qui m'intéresse énormément dans le français, c'est justement celui qu'on utilise pour interagir. Parce que je suis arrivée en France avec le bon usage et Flaubert sous le bras et je comprenais pas les gens dans la rue parce que j'étais une fleu, une vraie de vraie. Et donc, c'est vraiment quelque chose qui m'a sauté aux oreilles et aux yeux. Ça a continué à me sauter aux oreilles et aux yeux quand je suis allée pendant 12 ans à La Réunion. Donc voilà, le contact de langue, l'interaction ordinaire et donc ce français qu'on utilise ici dans un contexte bien particulier, c'est vraiment quelque chose qui me passionne beaucoup et que j'essaye justement d'approcher par plein de biais différents. Donc plutôt par la sociolinguistique et l'analyse du discours. Et donc je vais essayer de vous emmener un peu dans dans un projet de recherche que je porte qui est une ANR SAPS. Donc, je l'ai intitulé Des anonymes en personne parce qu'on a vraiment une interaction très, très particulière, effectivement, sur ce chat de prévention de suicide entre anonymes et en même temps, il y a une très, très grande empathie qui se fait jour quand même. Donc, je vais essayer de vous montrer un peu quelques-uns des aspects de cette étude-là. Donc, très rapidement, c'est donc un corpus qui va de 2005 à 2015. On a été sollicité par l'association justement pour les aider à comprendre quelle était la difficulté en fait de discuter par chat et pas par téléphone. C'est plus difficile, c'est pas le même contexte, on peut pas juste copier ce qu'on fait au téléphone. On verra quelques exemples tout à l'heure pour le poser comme tel sur le chat. C'est vraiment vraiment un contexte parfois étonnant et difficile. Mais donc on a reçu leur sollicitation en 2016, donc avant cette célèbre date de mai 2018 où la RGPD européenne est arrivée et a bloqué beaucoup de possibilités d'utiliser des données sans qu'il y ait eu un accord. Donc, il n'y a pas d'accord, je le précise, mais le corpus est très, très protégé. Je vais vous montrer ça tout de suite. Les premiers travaux ont eu lieu plutôt en infocom, sciences de l'information et de la communication, et nous, on continue depuis plusieurs années en sciences du langage, donc avant tout, analyse du discours et sociolinguistique. Comment est-ce qu'on protège ces données-là? Parce qu'éthiquement, on a vraiment une obligation à prendre des pincettes, naturellement. Je ne vais pas tout vous énumérer, mais donc on a un accord de consortium qui est établi avec la SAT
à l'intérieur de tous les partis qui participent à l'ANR, des documents, un espace de dépôt naturellement protégé, des transmissions cryptées et peut-être le point le plus important sur lequel je reviendrai tout à l'heure, c'est qu'on n'utilise naturellement pas de logiciels en ligne. On a toujours effectivement les logiciels installés sur nos propres machines, qui vaut aussi pour l'IA qu'on a utilisé, dont je vous parlerai vite fait vers la fin. Point peut-être le plus essentiel aussi, c'est qu'on voit naturellement des choses qui dysfonctionnent, qui ne marchent pas très très bien, des gens qui peuvent s'emporter même aussi, mais on s'engage à ne pas publier des choses négatives sur l'association même, parce que ce n'est pas le but de l'opération, c'est de comprendre effectivement comment ces choses fonctionnent, comment on interagit sur un tel chat de prévention du suicide, d'accueil effectivement de la solitude, de la difficulté. Et donc, j'ai déjà dit cette chose-là. Pour important, on a à peu près 27 000 sessions, qui est une vraie difficulté pour la lexicométrie, mais on est en train de peut-être trouver une solution, je vous en parlerai tout à la fin. Et donc, le dispositif a vraiment été spécifiquement mis en place en 2005 pour les jeunes qui ne venaient plus au téléphone. Donc, on les voyait partir du téléphone, ils ne venaient pas pour autant sur le mail. Et donc, le chat a émergé à ce moment-là. Les écoutants ont un rôle bien particulier, mais on verra là aussi qu'ils peuvent, voire ils doivent, s'adapter effectivement selon les interlocuteurs qu'ils ont en face d'eux et selon les sujets aussi dont ils parlent. Mais donc, ils sont classiquement, après des formations, dans un rôle d'écoute active rogerienne qui leur demande donc, en tant que bénévole non professionnel, mais formé à l'exercice, de ne pas donner des conseils au sens strict du terme, mais plutôt d'accueillir les paroles, de permettre des reformulations. Et du coup, effectivement, par ce rôle performatif de la parole, d'aider les personnes à formuler, à se rendre compte aussi effectivement de certains aspects en explicitant à quelqu'un qu'ils ne connaissent pas, qui est souvent effectivement un très bon exercice. Donc, plus de 10 millions de mots. On voit ici la croissance effectivement des différents locuteurs, les appelants et les écoutants. Et on voit que dans la majorité des cas, les appelants parlent 2, voire 3 fois plus effectivement que les écoutants. Donc, ça, c'est notre petit corpus. Sachant que 2015, on n'a que le premier mois. Et donc, on le voit démarrer tout petit et puis prendre son envol tout à coup. Et en 2007, je ne sais plus, il y a à peu près 300 conversations. Puis 2008, beaucoup d'écoutants en plus. Donc, c'est vraiment un joli démarrage et puis une institutionnalisation qu'on peut suivre. Alors, je vous montre notre affiche du projet pour un appel à témoins aussi qu'on lance par ailleurs pour avoir des entretiens, avoir des enquêtes, etc., avec des appelants comme des écoutants. Et notre corpus, il va réunir toute une série de variables qu'on peut identifier peu ou prou dans le texte même, voire qu'on essaie d'identifier par des indicateurs vraiment linguistiques. Donc, on ne met pas Google sur notre corpus pour voir quel âge ou quel genre, naturellement. On le travaille depuis le corpus même. C'est vraiment très, très important. On a toute une série d'informations chronologiques, je ne vais pas détailler, mais aussi, surtout, cette opposition entre les deux statuts, l'écoutant qui est là et qu'on peut regrouper sous son numéro en fait d'identifiant dans le dispositif, ce qui permet de regrouper toute une série de conversations de cette même personne en fait, et puis les appelants qui sont uniques à chaque session naturellement parce qu'ils ne sont pas identifiables, il n'y a pas d'adresse IP ou des choses de cet ordre-là. Et donc on va, de la même façon qu'on essaye d'identifier les âges et les genres, on va essayer d'identifier des sous-corpus thématiques. Mais ce n'est pas parce qu'on en parle beaucoup que c'est le corpus essentiel. C'est une vraie grande difficulté. Je vous en reparlerai tout à l'heure un peu plus, en particulier. Et je mets en garde juste pour si jamais c'est quelque chose qui pourrait vous heurter ou vous faire de mauvais souvenirs. J'ai eu le cas de figure dernièrement dans une présentation. Donc, voilà, si jamais ça ne vous plaît pas, n'hésitez pas à effectivement partir temporairement. J'annoncerai très clairement à quel moment j'en parle. Donc, non pas le suicide, mais je parlerai d'un sous-corpus viol et inceste qui est vraiment très, très important pour nous. Je l'expliquerai tout à l'heure. Donc, on essaye de comprendre ce qui se passe effectivement dans ces conversations très sensibles. On fait une exploration lexicale, énonciative, interactionnelle, syntaxique. Alors, prosodie, si on touche effectivement au rythme, etc. Mais ce qui est essentiel, c'est qu'on essaye de comprendre comment ça marche et quand est-ce que ça marche bien ou quand est-ce que ça ne marche pas si bien que ça. Donc, des conditions de félicité et de disfélicité. On combine une analyse quantitative avec de la lexicométrie, avec une analyse aussi vraiment très souvent très qualitative. On verra tout à l'heure
On est sur des toutes petites choses aussi à des moments. Et on complète du coup avec ces entretiens effectivement compréhensifs et les enquêtes et un mur de remerciements. Voilà, on essaye d'avoir des informations par ailleurs autour de ce corpus. Alors, comme je disais, ou peut-être pas encore, je ne sais plus. Bref, ce qui est intéressant, c'est que dans la communication médiée par ordinateur, ces conversations-là sont vraiment un genre discursif à part. C'est qu'on a un mélange très, très étonnant, un peu paradoxal, de langue du dimanche, donc langue de distance, hein, pour reprendre le terme de Koch et Österreicher, et puis de langue de tous les jours aux langues de proximité, parce que on parle effectivement à un inconnu qu'on ne voit pas, qu'on n'entend pas, donc on est dans quelque chose de très, très, très distant, effectivement, mais en même temps, on parle à cette personne et on la reverra pas forcément. Donc, on peut aussi se livrer, en l'occurrence, c'est le but de l'opération en plus. Donc, voilà. On discute à l'écrit, et l'écrit, effectivement, pour les non-natifs, peut avoir un statut de formalité très, très fort, mais on discute à l'écrit, si on est des natifs numériques, c'est écrit, je montrerai vite fait un schéma tout à l'heure, il peut avoir un statut aussi, justement, d'écrit numérique avec une possibilité de proximité dans cet écrit. On a une vraie lenteur, j'en reparlerai peut-être tout à l'heure, une vraie lenteur et une vraie longueur, et on peut remonter en plus dans la discussion, donc on peut venir se corriger, relire, etc. Ça permet aussi d'apporter de la correction effectivement à son écrit, mais on parle de sujets très intimes et de très sensibles, donc on peut à des moments avoir des grosses croissances de rythme et d'émotion, parce qu'il y a effectivement des choses qui sont abordées qui font que bon, là, on verse effectivement et on ne fait pas forcément attention à la correction au sens où c'est pas ça qui est important à ce moment-là. Je juge pas, pardon. Juste ce petit schéma que je trouve extrêmement intéressant, c'est une adaptation effectivement au schéma de Koch et Österreicher qui montre ce grand triangle gris que vous voyez, qui montre cette zone effectivement de la communication médiée par ordinateur, au sens large, hein, par téléphone, par machine, quoi, en gros, qui est du côté de la proximité, dans cette proximité communicative et pas uniquement pour un écrit classique, si j'ose dire, dans cette distance communicative. Les triangles un peu décalés, là, les losanges, ils montrent le nombre d'occurrences qu'on peut avoir effectivement plutôt à l'écrit, dans la distance et plutôt à l'oral, effectivement, dans la proximité. Et donc, c'est un grand changement qui intervient aussi sur cet écrit spécifique qui réunit, c'est peut-être un point important aussi à souligner, souvent des personnes plus âgées qui sont écoutants et qui ont le temps, qui sont à la retraite ou qui sont d'anciens psychologues, par exemple, ils ne sont pas là en psychologue naturellement, et puis des parfois très jeunes, mais en tout cas beaucoup de natifs justement de l'écriture numérique. Et donc, il va y avoir parfois, non pas des tensions, mais des rencontres, on va dire, de genres différents. C'est vraiment assez paradoxal à des moments. Très rapidement, je vous montre quelques traits, comme ça, très rapidement, de proximité et de distance qu'on peut rencontrer dans ce corpus et qui coexistent effectivement. On a par exemple ce nous de distance sur lequel on a mis les doigts avec Albin Wagner. C'est à nous qui vaut jeu. Donc, c'est des nous vous écoutons, il nous semble, vous nous avez dit. Et il y a ici, vous avez un extrait effectivement d'une conversation qui montre que l'appelant, il est un peu déboussolé. Il dit, mais vous êtes plusieurs en ce moment, vous dites nous. Il dit non, c'est juste que nous parlons au nom de l'association, mais si cela vous gêne, je peux utiliser le jeu. Et donc, effectivement, il va changer. L'appelant valide et il dit oui, je veux bien. Je parle à une personne et non pas à un groupe. OK, OK. Et il finit pas, mais il enchaîne en disant OK, si vous voulez en dire plus sur votre mal-être, je suis à votre écoute, effectivement. Le vouvoiement est plutôt largement utilisé par l'écoutant et l'appelant va avant tout parler à propos d'un jeu, c'est-à-dire lui-même, effectivement. Mais là aussi, vous avez beaucoup d'appelants, surtout des appelants jeunes, qui disent est-ce que vous pouvez arrêter de me tutoyer? Vous avez l'exemple ici. Et donc, c'est assez intéressant parce que vous avez ici un extrait, voilà la cinquième ligne, pardon. Vous avez l'appelant qui dit oui, oui, c'est que moi, ne vous gênez pas. Donc, il veut bien être appelé par un tu, mais il va lui-même continuer à utiliser le vous. Donc, il y a des rencontres comme ça de proximité et de distance qui sont vraiment très, très jolies. Donc, voilà, ils continuent à discuter, ils reprennent aussitôt le fil, en l'occurrence, on te déteste ou tu te sens détesté, et puis ils viennent approfondir effectivement, du coup, cette conversation qui avait démarré, qui s'est interrompue temporairement et qui recommence. On a du côté des écoutants ce qu'on appelle des nominalisations, effectivement, l'utilisation
non pas du verbe d'action, mais plutôt le substantif qui provient de ce verbe d'action, qui va vraiment avoir des suremplois assez impressionnants. Et ça se concrétise dans cette phrase qui est en dessous du petit tableau. Je retiens de ceci tristesse et solitude. Et effectivement, parfois, il peut y avoir des réactions à cette phrase-là qui, à l'écrit, peut parfois être un peu, je vais le dire méchamment, un peu trop distant, un peu trop ampoulé, un peu trop formel, effectivement, mais c'est vraiment un style de discours adopté par les écoutants. Parfois, il y a des réactions, effectivement, là-dessus, on va le voir tout à l'heure, mais très souvent, il y a des contre-argumentations très, très fines. Donc, c'est un peu étonnant. Voilà, on peut montrer son étonnement de certaines écritures. Par exemple, vous avez les écoutants qui vont beaucoup utiliser le, quel est l'exemple le plus parlant? Euh, oh, pardon, je me perds dans mes étiquettes. Par exemple, ils vont beaucoup utiliser l'adjectif seul, les 332 occurrences. Les écoutants l'utilisent moins, ils vont davantage, effectivement, utiliser solitude. Alors, c'était vraiment pas le bon exemple en plus, mais bon, c'était peut-être mieux sur difficulté ou des, verbes, des formes comme souffrance, effectivement. Il y a beaucoup plus ces formes-là du côté des écoutants que du côté des appelants, effectivement. On peut avoir des, des éléments qui montrent que l'adaptation au format particulier du chat n'est pas toujours réussie, on va dire. Il y a effectivement des choses qui passent moins bien parce que il y a vraiment une des clés qu'il faut qu'on retienne vraiment de façon très, très constante, c'est que il n'y a pas la voix, il n'y a pas l'intonation, donc chacun met sa propre musique effectivement sur ce qu'on lit. Et donc, quand on n'est déjà pas bien, ben, on peut parfois être ben, prendre davantage mal une certaine tournure. On a tous déjà eu l'expérience d'un mail qu'on reçoit le soir à 7 heures et on se dit oh là 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 là, elle va voir, il va voir ce qu'il va voir, et puis on se dit oh je verrai ça demain matin. Et le lendemain, quand on le reprend, on se dit mais en fait je me suis énervée, mais il n'y avait rien dans le texte même effectivement qui me permet de dire que voilà, ça a pu m'énerver, on était fatigué, on en avait un peu à la casquette, donc c'est ça, c'est ce phénomène-là. Ici, vous voyez dans la première phrase, euh, vous avez été trahi, maintenant qu'allez-vous faire? Donc une inversion, le mot interrogatif qui est au début, donc une plutôt formelle dans l'interrogation, qui est la majorité des cas effectivement utilisé du côté des écoutants, qui posent beaucoup de questions et très très souvent en inversion. Et l'appelant dit je veux mourir. L'écoutant réagit là-dessus en disant mais vous trouvez que c'est une solution, mourir? Avec 3 points d'interrogation. Et c'est vraiment quelque chose qui peut être reçu avec une voix très douce et une lenteur, et puis un côté, mais vous trouvez que c'est une solution, mourir au téléphone, à l'écrit, on met la musique dessus qu'on veut ou qu'on entend à ce moment-là. Et donc, la personne quitte effectivement la conversation, va raccrocher son écran, je ne sais pas trop comment dire ça. Mais donc, c'est vraiment quelque chose à intégrer dans, quand j'écris quelque chose davantage ordinaire, davantage familier, ce qui est ici le cas, ben, il faut que j'imagine aussi la lecture qu'il peut y avoir de l'autre côté. Mais bon, en même temps, c'est pas catastrophique non plus, mais ça montre qu'il y a des réactions effectivement à certaines tournures dans ce contexte qui est plutôt formel, voilà, qui sont à mesurer ou à adapter ou à moduler effectivement, ajouter une modalisation en l'occurrence. Et donc c'est un des chantiers qu'on est en train d'ouvrir, c'est d'essayer d'identifier ces éléments de la prosodie silencieuse qui permet de montrer effectivement l'émotivité, par exemple, pas seulement par les mots, mais aussi par les structures syntaxiques, aussi par le rythme de saisie. Donc, on essaie de faire ces combinatoires-là en travaillant sur ce que Anne Lacheret appelle la prosodie silencieuse. Pum, pum. La familiarité, qui est toujours du côté de l'appelant, que je ne me trompe pas, euh, est toujours encadré. Il y a toujours, désolé pour le terme, ou des guillemets, effectivement, qui viennent accompagner le terme en l'occurrence. L'écoutant n'utilise jamais ces termes-là, ou alors en écho, effectivement, ici, je vais vous laisser sur le projet de vous casser après le bac. C'est vraiment une citation des paroles, du coup, de Laplan. Et ça montre bien aussi on sent bien que ces termes ont bien leur place, mais peut-être pas totalement, et donc on les encadre en l'occurrence. On travaille actuellement aussi sur une ponctuation extrêmement intéressante et qui pourrait, c'est un peu compliqué, mais qui pourrait effectivement être
une ponctuation empathique. Voilà, c'est un peu la piste que je suis en train de creuser, de suivre pour l'instant, mais elle est très éphémère. Et ça aussi, on essaye d'avoir des corpus comparatifs pour essayer de cerner si cette merveilleuse chose a pu exister à d'autres moments et pourquoi et comment. En gros, on est effectivement, vous avez compris, entre un écrit plutôt formel parce qu'on n'est pas écrit, parce qu'on se parle et on se comprend pas, et en même temps, on a naturellement à faire des textismes aussi dans la ponctuation, ce qui est un peu évident, mais voilà, donc on trouve des choses passionnantes comme, tiens, et vous regarderez sur vos propres SMS aussi, souvent, on ne met pas de points ou de points d'interrogation à la fin de nos messages. On va envoyer, et puis ce geste technique est en fait la fin de notre message. Point. Moi, régulièrement, j'envoie des points d'interrogation dans un deuxième message pour être sûr que les gens avaient bien compris que je posais une question. Voilà, c'est quelque chose de très classique. Mais ça se combine auprès de la jeune, du jeune public, effectivement, avec on va dire, une méfiance ou une distance par rapport au point final qu'ils vont appeler un point archi sec. Quelque chose qui va exprimer de la colère, de l'agressivité. En anglais, on dit period pour dire point barre, quoi, en fait, c'est ça. C'est cette idée-là qui est très, très présente dans la jeune population. Et donc, on va parfois les éviter pour éviter, effectivement, de faire des choses trop abruptes. En même temps, ce point à la fin, il peut aussi être tout simplement un marqueur de registre plus formel. Justement, il y a plusieurs études autour de cette politesse, effectivement, de la ponctuation. Et c'est plutôt le cas qu'on a ici. Il n'y a aucune remarque à propos d'une ponctuation qui serait reçue de façon trop sévère, trop impactante en l'occurrence. Donc, c'est assez intéressant de voir qu'on est plutôt dans cette formalité. Mais on n'a pas fini de regarder la ponctuation. Justement, je vous propose un tout petit corpus vite fait, comme ça, pour montrer effectivement la diversité des attestations de ces drôles d'astérisques qui se promènent dans notre corpus. Et vous allez reconnaître des choses que vous faites vous-même. On a, alors que je ne me trompe pas, en 1 et puis en 4. Dès qu'il y en a plusieurs, vous savez tout de suite de quoi il s'agit. Hein. On les voit bien d'ailleurs, ces multiples astérisques. Donc le 1, le 4 et le 8, bah, c'est des astéronymes, c'est pour venir cacher un autre mot. On le lit bien, on comprend très bien ce qu'il veut dire, et lequel est mis à la place et tout ça. Mais donc, ça sert à ça. Ça sert à euphémiser, à ne pas dire un très très gros mot parfois, effectivement. Vous avez ceux qui ont des petits tirets, donc le 3, le 5 et le 7, qui sont les classiques que vous pratiquez a priori aussi, mais avec plus de variations qu'on le pensait. C'est des astérix qui viennent corriger. Et donc, vous allez juste reprendre le mot qui est mal tapé, casser EZ, casser ER, mais est-ce que vous mettez l'astérisque, vous le mettez avant ou après votre correction? Ah, ben, ça bouge. Et ça évolue de plus en plus vers, on le met avant et non plus après. À voir, faudrait qu'on ait la suite du corpus pour voir si ça bouge effectivement dans ce sens-là. Et vous en avez en 2, en 6 et en 9 qui sont des choses que j'ai baptisées du coup l'astéripoint, qui sont des choses qui ressemblent effectivement à des astérisques de ponctuation. Ils viennent avec des ponctuations ou ils remplacent des ponctuations, par exemple le premier, mais comment je peux faire pour aller vers les autres? On comprend très clairement qu'il y a un point d'interrogation, mais il y a un astérisque qui se promène par là. On n'en a pas beaucoup en vue de la grande taille du corpus, mais on a 560 ponctuations comme ça en astérisque avec d'autres signes de ponctuation, mais dans la majorité des cas, tout seul. Et avec une vraie logique, effectivement, d'organisation, ce qui nous fait dire que ça a été temporairement, effectivement, quelque chose d'utilisé, mais temporairement. On voit au début, c'est le tout début du corpus, donc on n'en a qu'un en 2005 et puis que trois en 2006 ou 7, je ne sais même plus. Et c'est qu'à partir de 2007 qu'on a effectivement un grand nombre de messages et qu'il y a du coup les autres éléments, l'autocensure, l'astéronyme de tout à l'heure, la ponctuation et la correction qui arrivent. Et on voit que la correction prend de plus en plus de place et que la ponctuation diminue de plus en plus sur notre corpus, alors que l'autocensure, l'astéronyme est plus ou moins constant. Donc, on est en train de regarder ces choses-là à la loupe et c'est vraiment passionnant. Pum, pum. L'astéronyme est quelque chose qui est très ancien, excusez-moi, et vraiment attesté depuis très très longtemps. Il perd plutôt sa place, l'astérisque dans ce cas-là, où il perdait plutôt sa place devant les points de suspension.
mais il reprend vraiment beaucoup du poil de la bête avec l'algospeak. Et on a beaucoup, beaucoup de mots qui sont actuellement effectivement en euphémisme avec des astérisques sur France Info, par exemple, etc. Le ponctuant, donc, est nouveau, mais a priori très éphémère parce qu'il arrive et puis il repart. Et la correction est effectivement quelque chose de nouveau, mais en même temps, ça ressemble beaucoup à des notes en bas de page. Et donc, ça, c'est quelque chose qui prend vraiment plutôt son envol actuellement. Encore que, on peut désormais corriger ces SMS et ces messages, même après envoi. Donc, on est très déçus qu'on puisse plus travailler sur cette chose-là. En fait, même pour la ponctuation, on a en fait affaire à quelque chose qui n'est pas si nouveau que ça. Le seul point où on a pu attester un astérisque comme étant quelque chose de l'ordre de la ponctuation au sens large, c'est dans la notation grégorienne carrée. Donc ici, vous voyez le petit astérisque qui arrive après doors et la drôle de dague qui est après hands. Et en fait, ça s'appelle l'obel. Donc c'est très drôle de faire un clin d'œil vers l'obélix. L'obélix et l'astérix. Effectivement, le père de je ne sais plus qui était effectivement éditeur et ça fait très bien ces différentes indications qui sont des renvois à des pauses courtes pour l'obel, pardon, j'allais l'appeler l'obélisque, pause courte pour l'obel et pause longue pour l'astérisque qu'on retrouve dans d'autres éléments de théâtre, etc., etc. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est déjà un peu là, donc qui repointe son nez, c'est assez intéressant. Donc, voilà, appelons ça l'astéripoint. Très souvent, il est là pour remplacer, pour accompagner le point d'interrogation. Il peut venir dire des choses comme de l'ordre de l'ironie. Oui, sûrement, qu'on a vu tout à l'heure aussi. C'est bien que votre entourage fasse tout pour vous aider. Oui, sûrement. Trois petits points astérisque. Une insistance, une incomplétude. On est encore en train d'essayer de mieux cerner effectivement ce qui se passe, mais si vous regardez ici ces différents regroupements, donc vous avez un premier bloc autour de l'interrogation. Euh, que voulez-vous dire? Donc une grande formalité, un point d'interrogation, mais quand même cet astérisque effectivement qui est là. Euh, des, des espèces de petites insistances, effectivement, mais on ne mettrait pas un point d'exclamation parce qu'il n'est pas attendu là. En plus, ce serait un petit point d'exclamation, une espèce d'éclairage, mais adouci. Voilà, quelque chose de cet ordre-là dans les deux suivants. C'est très, très fréquent dans les salutations de début ou de fin, et souvent avec les remerciements. Et puis, du côté de l'appelant plus particulièrement, ça arrive dans des espèces d'énumération. Donc, c'est comme des points de suspension, mais pas vraiment, des insistances, je ne crois même plus en l'amour, ou à l'inverse, des choses très très positives, les gens que j'aime, et du coup, ça vient donner comme je ne sais pas trop comment le nommer, mais on est dans quelque chose d'adoucissant, d'empathique en même temps, mais ce qui est intéressant, c'est que c'est autant l'écoutant que l'appelant, alors que l'écoutant, il est souvent dans une grande formalité. Donc c'est vraiment très très intéressant de voir que c'est quelque chose qui a pris, mais qui n'est pas resté. Voilà, peu, peu. On a ici un bel exemple qui montre que c'est pas toujours bien compris non plus, cette nouvelle ponctuation. La notion de robot, effectivement, est quelque chose qui arrive très, très souvent en tout début de conversation parce que les gens ne sont pas toujours habitués non plus à être sur un chat. En tout cas, en 2005 et jusqu'à 2015, c'était moins répandu. Et donc, l'appelant dit, mais c'est un robot qui parle et l'écoutant dit, non, c'est moi. Et avec ce point d'astérisque qui n'est pas totalement transparent puisque la personne dit je ne sais pas trop comment ça se passe ici. Des comme ça, on en a très très peu dans le corpus. Donc c'est vraiment intéressant aussi de voir comment il est utilisé et puis de regretter amèrement qu'il ne soit pas resté parce qu'il fait des choses effectivement très très jolies dans ce corpus ici en termes de ponctuation effectivement empathique. On part sur une toute autre zone effectivement du corpus autour des émotions et de la violence verbale en particulier, parce que effectivement, ça arrive sur ce corpus d'avoir beaucoup d'émotions, mais aussi d'avoir l'émotion dans son versant négatif en l'occurrence, et c'est intéressant de voir aussi à quel moment ces points-là vont émerger. Alors, petit point de précision, il est essentiel effectivement de voir qu'on est sur des choses, sur des mentions explicites d'émotion. Donc c'est l'émotion dite, l'émotion comportementale. On ne va pas aller chercher l'émotion implicite du style le terme ami ou copain ou camarade ou catastrophe veut bien faire entendre effectivement des termes parce qu'on est dans cette problématique d'anthrope, par exemple, le mot mère, il est automatiquement associé à du positif, alors que malheureusement, dans notre corpus, c'est pas toujours le cas. Je passe très rapidement. On a donc fait
nos propres listes et sur le corpus parce que les listes qu'on pouvait utiliser, effectivement, qui existaient, qui sont en ligne ou qu'on peut récupérer par d'autres projets de recherche, sont très souvent faits à partir de corpus écrits. Alors, pas forcément uniquement littérature, mais souvent de la presse. Et ben, nos personnes ne parlent pas comme ça. Et donc, on avait vraiment besoin d'un corpus assez ordinaire et on en a trouvé un chez Fort, qui est en fait un formateur qui travaille autour de l'émotion dans la psychologie, si j'ai bon souvenir, et qui a fait une liste extrêmement intéressante sur plusieurs émotions, etc., qui était vraiment une première base pour nous. Et après, on a fait des calculs de co-occurrence dans le lexico pour voir quels étaient les autres mots qui étaient dans l'environnement, effectivement, de ces termes-là, pour petit à petit, avec une bonne dose de sérendipité, effectivement, établir notre liste. Et vous verrez, cette liste de mots, elle est un peu étonnante, mais on a déjà montré un peu les contrastes de notre corpus, elle est un peu étonnante parce que ils sont attestés des termes qu'on ne mettrait pas forcément dans une liste effectivement de mots de violence verbale. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on va effectivement aussi avoir jusqu'à ce que Fracchiola peut appeler violence verbale fulgurante. Il y a vraiment cette idée de la vexation, de la menace, de l'insulte, mais jusqu'à l'anéantissement de l'autre et en fait, on le verra, surtout l'anéantissement de soi. Le discours violent est avant tout retourné vers la propre personne de l'appelant qui vient euh, dire des horreurs sur soi ou dire les horreurs qui sont dites à propos de lui ou d'elle. Et donc, c'est assez intéressant, assez étonnant comme contexte, effectivement, d'interaction. Le dispositif sert véritablement à cette libération de la parole de souffrance. Et donc, il y a beaucoup d'écoutants qui disent, allez-y, lâchez-vous. Déjà, vous nous écrivez pour le crier, c'est énorme et courageux, que vous avez raison d'écrire tout cela pour crier et hurler votre mal-être. Donc, c'est vraiment une invitation à se libérer en fait de ces termes-là, mais jusqu'à un certain point, comme on le verra. En fait, ce qui est intéressant, c'est que les insultes, les gros mots sont naturellement considérés ici dans cette liste d'insultes et de gros mots, c'est un peu évident. Les majuscules aussi, on a vu tout à l'heure, ce cri, effectivement, est vraiment associé aussi à cet usage-là, sauf si les gens se trompent, mais ils s'excusent aussitôt s'ils se trompent de majuscules, du coup. Euh, la ponctuation expressive itérative est très, très insistante, donc elle aussi, on la considère, sauf quand c'est vraiment associé à des choses très, très positives naturellement. Et ce qui est intéressant, c'est que les termes familiers même sont ressentis comme grossiers. Et donc, c'est pour ça aussi qu'ils sont toujours accompagnés, mais pas toujours non plus. À des moments, on y va, voilà, on déverse et puis on ne va pas à chaque fois avoir des excuses. Mais très souvent, il y a des excuses, effectivement, ou des guillemets, en l'occurrence. C'est aussi pour préserver la face de son interlocuteur qui est l'écoutant. On ne peut pas juste lui crier à la figure non plus. Donc, c'est vraiment un jeu de préservation et de politesse, en l'occurrence, qui s'instaure. Ici, notre merveilleuse liste, elle n'est pas finie, mais c'est une des premières listes effectivement qu'on a pu établir. Et vous voyez des termes étonnants quand même, comme bécasse, comme cornichon, malotru, malpropre. On a un ravi de la crèche aussi. Voilà, le ravi, il est là. Tartempion, voleur, voyou, des mots qu'on ne mettrait pas forcément effectivement dans des listes de mots d'insultes ou de gros mots en l'occurrence, mais voilà, c'est ces éléments-là qui vont servir à produire effectivement un discours, parfois beaucoup plus insultant naturellement. On en a quelques-uns, mais ça reste assez ordinaire, assez pas si diversifié que ça, et c'est intéressant aussi en soi, comparé justement à nos corpus littéraires ou de presse, où on a parfois l'impression qu'ils vont chercher effectivement le dictionnaire des synonymes. Là, c'est voilà, il y a un petit paquet, mais qui se partage très très bien. Voilà, un peu. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde où émerge la violence verbale, ça concerne moins d'un tiers du corpus, mais quand même quasiment un tiers du corpus porte sur de la violence verbale. Donc on voit bien que ça sert très très nettement à venir partager ces aspects-là. Donc la majorité des cas, c'est quand les appelants même disent de la violence verbale à propos d'eux-mêmes, sur eux-mêmes. Donc, ils s'insultent, en fait. Ils disent des horreurs, en fait, de la part d'eux-mêmes. Le deuxième euh, couleur chameau, là, le A', c'est d'autres personnes disent des choses horribles à propos de l'appelant et l'appelant vient les partager. Le petit gris qui est en haut, ça, c'est l'appelant qui dit des choses horribles à propos d'autres personnes. Et puis la toute petite part de pizza, c'est contre ou le dispositif ou l'écoutant. Donc c'est vraiment très, très, très peu
contre cette personne même, et encore une très très grande partie est à propos de cette figure de robot dont je parlerai tout de suite tout à l'heure un tout petit peu. Donc, ce qui est intéressant dans ces trois catégories, contre soi, contre d'autres, contre la plante, c'est de voir que quand c'est contre soi, de la part de soi-même ou de la part d'autres, l'écoutant va systématiquement venir restaurer la face de la plante. Vous êtes quand même très dur avec vous-même, vous dites ça à propos de vous, mais est-ce que vous pensez vraiment que vous méritez ça? Personne ne mérite d'être nommé de cette façon-là, etc. Comme c'est à propos des autres, il n'y a quasiment pas de réaction, il laisse faire. Le dispositif est aussi là pour ça. Et quand c'est contre soi ou contre le dispositif, là, ils vont vraiment préserver leur propre face et dire mais on n'est pas là pour ça. On n'est pas ici pour se faire insulter sur différents aspects. Hein. Je n'approfondis pas. Mais il rectifie aussitôt. Et donc, la personne, ou elle s'excuse en disant pardon, ça m'a échappé. Ou alors, ils mettent effectivement fin à la conversation en disant le dispositif ne sert pas à ça. On vous a rien fait. En gros, voilà, on est ici pour vous écouter, pour vous aider, pas pour recevoir des insultes qui ne nous concernent pas. Ici, vous avez un petit exemple justement autour du robot. Je l'ai mis parce que je suis belge, donc j'ai le droit de le mettre, mais il m'a beaucoup, beaucoup fait rire. Je ne vous commente pas pourquoi il parle d'un bot belge, mais voilà. Bref, le corpus au départ, il est belge et français, et après, ces assos se sont séparés. Donc, je suis quelqu'un qui est très énervé dans la rue avec son téléphone. Je suis ici à raconter ma vie à un bot belge en plus. Donc, c'est vraiment la fin des fins. En l'occurrence, c'est pas très sympa. Voilà. Donc, l'écoutant réagit en l'occurrence. Ce qui est intéressant, c'est de voir sur ces réactions autour du robot, c'est de voir que c'est avant tout, au tout début de la conversation, écoutez, vous êtes un robot, et puis l'autre répond non, non, pas du tout. Ok, ben allez, on se met à parler. Je crois qu'aujourd'hui, on n'aurait peut-être pas les mêmes interactions, ça c'est un peu évident. Et parfois, alors c'est un très bel exemple parce que la personne est très embêtée. Elle dit ne vous vexez pas, hein, mais j'ai l'impression de parler à un robot avec toutes ces phrases toutes préparées, pas du tout l'impression que vous avez lu mon histoire, ne vous vexez pas. Hein. Et en fait, l'écoutant va dire non, non, je vous ai très très bien écouté. Et puis il fait un super résumé, papa, papa, papa. Et ben il continue à discuter, mais c'est un c'est un drôle de dispositif qui est en plus d'une très très grande lenteur. Donc ça dure parfois une heure et demie, et puis il n'y a pas tant d'échanges que ça, parce que le temps de lire, de taper, etc., c'est vraiment très très impressionnant aussi de ce côté-là. Je ne vais pas vous le montrer, mais je réussirai à faire ça un jour de façon anonymisante. Mais c'est vraiment impressionnant sur ce point-là. Et donc, ça donne aussi ce type de réaction sur ben, est-ce que vous m'écoutez vraiment? Ici, on voit effectivement que euh, la longueur de la discussion qui s'engage pour dire vous êtes un robot ou pas est très souvent extrêmement courte. On a des longueurs un peu moyennes, puis les longues sont vraiment très très rares pour venir argumenter et contre-argumenter. Ce qui est assez drôle, c'est que vous avez toute une série d'appelants qui vont dire dites miam pour voir, qui vont faire des tests en fait pour essayer de voir si ils ont affaire à un interlocuteur humain ou à un robot. Et donc c'est assez étonnant. Il y a beaucoup d'humour en fait dans ces moments-là, en l'occurrence, entre autres de la part des écoutants qui peuvent dire à la question donnez-moi la date de la première bombe H ou je sais plus quoi qui est tombée, je sais plus sur quelle ville. Et ben, il répond, il dit, mais j'en sais rien, demandez ça à un chatbot. Donc voilà, c'est vraiment des choses extrêmement drôles pour casser aussi la glace, en l'occurrence. Et ici, on voit où ça se situe par rapport à la conversation. C'est avant tout, effectivement, au tout début de la conversation, un petit peu au milieu, comme on a vu tout à l'heure, le côté, mais vous m'écoutez vraiment, et puis c'est très rapidement rectifié. Et puis, il y en a quelques-uns qui s'énervent vers la fin, effectivement. Je suis pas d'accord, je suis pas content. Mais ça arrive. Alors, ici, vous avez un très, très bel exemple de quelqu'un qui discute comme ça en disant au tout début, mais vous êtes un robot ou vous êtes un humain. Et puis, ce qui est très drôle à voir du côté des réponses de l'écoutant, c'est qu'ils vont écrire de la façon, je vais simplifier un peu, de la façon la plus orale possible pour faire surtout pas robot. Et donc là, par exemple, pas de verbe, sans aucun doute un humain. Et donc, c'est extrêmement intéressant à voir. On a toute une série de réponses comme ça qui montrent que, voilà, un robot n'aurait pas répondu comme ça. Aujourd'hui, il pourrait, mais à l'époque, c'était encore une vraie preuve de j'ai vraiment un humain en face de moi. Et donc, vous avez la plante qui dit, et si je vous dis au clair de la lune, et l'écoutant réagit en disant très rapidement, donc a priori, il n'a pas encore lu le clair de la lune, je suis là pour dialoguer avec vous dans la confidentialité, et il rebondit. Je croyais d'abord que c'était la plante qui disait ça. Non, non, c'est lui. Donc, c'est l'écoutant, je ne sais pas si c'est un homme ou une femme. Êtes-vous mon ami Pierrot?
Donc, il y a vraiment de l'humour autour de ce temps de comment est-ce que je vais vous montrer que vous n'avez pas à faire un robot. Et ce qui est plus drôle encore, c'est que vous voyez sur la gauche le temps qui s'écoule, le nombre de secondes entre chaque message. Et donc, à un moment, ça prend 75 secondes avant que l'écoutant réagisse en disant, voulez-vous dire que vous avez des idées de mourir? Parce que souvent, ces moments-là, en fait, ils attendent pour voir si les appelants ils vont développer davantage. Et donc, il y a la plante qui dit, ben, si vous êtes un robot, vous êtes du modèle poussif. Donc, c'est extrêmement drôle. Ça montre aussi que même si on vient en étant vraiment pas bien, ben, on peut quand même rire aussi avec quelqu'un avec qui on va quand même, sur un temps court, ben, euh, se livrer et puis raconter effectivement des choses parfois très intimes, très sensibles en tout cas. Hop, hop. Oui, pardon, j'ai pas lu jusqu'au bout. Et je me suis déjà suicidée 3 fois avant de vous lire. Pardon, j'aurais dû aller jusqu'au bout. Donc, c'est vraiment nettement pour rire, hein, je précise. Hop, hop. Alors, on a construit aussi des sous-corpus thématiques. Et donc, c'est ici que j'arrive effectivement sur le sous-corpus viol, qui est très important pour nous parce que, en fait, il touche à une zone euh, euh, de très grande différence pour les écoutants. Ils ont une obligation, effectivement, de réagir différemment sur cette thématique-là et qu'on va voir dans un exemple après aussi. Très rapidement. On a donc fait un sous-corpus, on a établi un sous-corpus, mais offline, avec un LLM, un Large Language Model, Qwen 3-8b, je ne connais pas son petit nom, donc Qwen tout simplement. Et première question, c'est classifiez-moi les conversations selon qu'on a affaire à des agressions à caractère sexuel, avec une note entre 0 et 5. Et cette première sélection qui vient donc des 28 426 conversations vient nous donner 2327 conversations. Ce premier jeu va être à nouveau évalué, à nouveau par Qwen, DeepSeek et Gemma. Et là, on précise la question en disant il faut que ça porte sur l'appelant spécifiquement et pas quelqu'un dans ses environs. Et c'est toujours un peu étrange, mais la machine avait mieux compris si on lui disait viol avec contact physique. Voilà. Et donc, à nouveau, effectivement, une classification de 0 à 5 et on ne garde que les conversations qui ont 5 dans les 3 LLM et ça nous donne un corpus qu'on peut du coup étiqueter alors dans des localisations précises comme étant plutôt rattaché à telle ou telle thématique. Ici, la thématique du viol et de l'inceste, en l'occurrence, les deux étant parfois très difficilement dissociables. Et on a à peu près un dixième de notre corpus qui porte là-dessus. 738 conversations, mais elles sont très longues. Et ce qui est aussi remarquable, c'est que les écoutants parlent plus que d'habitude. On a vu tout à l'heure que c'est un tiers, 2 tiers. Et là, les écoutants interviennent bien plus parce que, en fait, ils ont obligation, effectivement, de venir rectifier, de venir expliciter et donc d'inciter à porter plainte, de dire clairement que les personnes sont victimes. Ici, vous avez plusieurs exemples. Le mot victime, justement, au vu du nombre de, de lignes de conversation qui sont tenues par les écoutants versus les appelants, en fait, c'est un très, très grand nombre, effectivement, de mentions de victimes qui sont utilisées par les écoutants comparé, effectivement, aux appelants. On a un net accroissement du nombre de mentions des abus sexuels sur le corpus. Le 2005 fait un pic, mais souvenez-vous, c'est qu'un mois, donc c'est un raté de calcul, si j'ose dire. Et en fait, on a ce pic sur 2011. On a fait une comparaison avec le Monde. Et en fait, 2011, pour justement le viol en particulier, c'est l'épisode de Dominique Strauss-Kahn à New York et qui a donné lieu du coup à beaucoup de discours sur qu'est-ce que c'est qu'un viol, voilà, consentement, pas de consentement, vraiment énormément de discours aussi très très éclairants, mais qui donnent du coup aussi une libération de la parole. On peut penser aussi à MeToo qui commence en 2007, mais qui va vraiment percer médiatiquement, si j'ose dire, que en 2017 avec Weinstein. Et donc voilà, il y a des choses de cet ordre-là qui montrent que il y a des influences du monde, effectivement, sur ce qui se passe sur ces sites aussi par ailleurs. On a fait un petit, là encore, on a commencé à prendre certains termes d'abus clairement identifiés, puis on a regardé les co-occurrences et ça nous a permis de faire une première liste de 16 termes très très clairs, très très explicites, mais on voit bien aussi qu'il y a beaucoup de termes implicites et on n'a pas encore fini de faire le tour de cette portion-là.
Mais quand on regarde sur ce premier groupe-là, les co-occurrences qui existent et qui ne désignent pas spécifiquement, du coup, effectivement, cet abus, on voit des choses extrêmement intéressantes du côté des appelants et des écoutants, parce que ils vont parler de façon plus globale de subir et de maltraitance, mais aussi de plainte. Et tous les autres mots qui sont soulignés ici sont des mots qui sont rattachés au juridique et au pénal. Et c'est extrêmement intéressant de voir que les écoutants, avant tout, vont utiliser toute une série de termes et sont effectivement dans un rôle parfois d'éclairage. Parfois, il y a des gens qui vont répondre, mais c'est pas un criminel, il a tué personne, et qui se rendent pas compte, parce qu'ils sont parfois encore jeunes aussi, se rendent pas compte que c'est vraiment quelque chose de pénalement répréhensible. Donc, c'est extrêmement intéressant de voir aussi comment un écoutant vient éclairer, du coup, le, le vécu des appelants et vient les guider. Je vais peut-être rapidement passer là-dessus, juste pour vous montrer que les, les lignes orange sont donc des termes avant tout utilisés par des écoutants. Et ce qui est intéressant, peut-être plus que ces premières lignes-là, c'est les lignes vertes, on va dire, qui sont spécifiquement plus utilisées par les appelants. C'est pas spécifique pour autant. Et ce qui est intéressant, c'est de voir rapport sexuel, attouchement sexuel, agression sexuelle, abus sexuel, qui sont des termes utilisés par les appelants. On s'attendrait plutôt à ce qu'ils soient utilisés justement par les écoutants, qui utilisent eux davantage violence sexuelle. Mais cette précision de termes est en fait vraiment là, il faut qu'on fasse le calcul encore, mais plutôt spécifique du côté des appelants qui ont un discours juridique et analytique souvent extrêmement pointu. Pas tous, et c'est ça qui est intéressant aussi dans notre analyse. Très rapidement, le nombre d'utilisation de ces termes-là, des 16 dont on parlait tout à l'heure, va être très, très, très fréquent au début chez les appelants et ça descend. Au fur et à mesure de la conversation, on a le premier tiers, le deuxième tiers, le troisième tiers. Et ce qui est intéressant, c'est que les écoutants, ils vont avoir une constante, ils vont même dépasser en fait le nombre d'attestations des appelants, alors même qu'ils parlent moins. Vous vous souvenez, donc c'est vraiment très très intéressant de voir qu'ils ont une constante sur la nomination, sur le fait de désigner effectivement de façon très claire ce qui arrive et d'en parler tout le long. Si on regarde de quoi parlent les appelants et les écoutants, c'est intéressant de noter que les écoutants vont avoir comme premier bloc le temps, le sentiment, non, pardon, le sentiment, je vais y arriver, le sentiment, le droit, et il y en avait un autre que je voulais vous montrer. Bon, c'est pas grave, le sentiment et le droit. Voilà, ils sont très très forts sur ces deux points-là. Et on se dit, bah, c'est drôle quand même que les, les écoutants parlent de sentiments. C'est plutôt effectivement les appelants qui parleraient de sentiments. Et on voit bien que l'écart est vraiment fort ici. Euh, du côté des appelants, on a temps, sentiment naturellement aussi, et famille, ce qui montre qu'ils sont dans une narration effectivement aussi à propos de ces vécus-là et aussi dans l'explicitation de leurs sentiments. Et si on regarde justement les sentiments de près, là, on voit que c'est avant tout la peur qui s'exprime chez l'appelant. Et du côté de l'écoutant, ce grand niveau de sentiment, en fait, ça concerne naturellement les termes que les appelants peuvent utiliser, c'est-à-dire la peur et la souffrance, mais aussi la confiance. Et donc, c'est ça qui est intéressant aussi, c'est de comprendre pourquoi il y a effectivement des suremplois pour certains points et ils viennent du coup faire vraiment un travail d'insufflage de confiance auprès de ces appelants pour les rassurer, pour les guider en l'occurrence. Donc, on a essayé de voir s'il y avait une combinatoire entre ces émotions et puis justement la mention aussi des termes, et on n'a rien trouvé de vraiment flagrant en termes de scénario discursif des émotions ou script émotionnel. On a beaucoup d'émotions, mais ils ne sont pas forcément associés à ces termes, que ce soit autour du pôle du viol ou de l'inceste. On a un petit coupable qui se promène en huitième place dans le petit tableau qui est au milieu, associé à viol, et on a pour inceste le terme déteste qui arrive en troisième place. Mais c'est les seuls. Dans les 30 premiers listings de co-occurrence, on n'a rien d'autre, effectivement, qui parle d'émotion. Donc, on en vient à se dire qu'il y a quelque chose qui se combine autour de la nomination de ce script émotionnel, c'est qu'on a un continuum, en fait, du côté des appelants. On a des appelants qui vont plutôt dans le deuxième, voire le troisième tiers de la conversation, dire de façon explicite le terme, très souvent avec l'aide de l'écoutant, parce qu'ils sont encore dans une difficulté à nommer, à se voir ou se savoir comme victime. Et là, les émotions sont surtout de la culpabilité et de la honte. Et on a tout un continuum très, très vaste, très complexe encore à analyser,
qui amène à un autre pôle. Et là, on a des appelants qui, on parle surtout, et beaucoup en plus, dans le premier tiers. Ils sont très souvent déjà dans un parcours juridique, d'où cette précision du terme aussi, très très souvent. Et là, les émotions sont émotions de colère, de haine, etc. Et ce qui est intéressant, c'est de voir que l'écoutant va aider à nommer, à vraiment à mettre un nom dessus dans le premier pôle et va vraiment amener les gens à utiliser le terme ou à minima le reconnaître comme tel. Ils vont les amener à aller dans une voie juridique. Et du côté du pôle 1 comme du pôle 2, les écoutants seront avant tout là pour reconnaître, identifier et puis partager effectivement leurs émotions de souffrance, etc., comme on a vu tout à l'heure, et surtout leur insuffler de la confiance et du courage pour ce qui est à venir ou ce qui est encore à endosser pour la suite. Pum, 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 pum. Très rapidement, on a donc affaire à 220 termes qui ont trait à ces abus sexuels, mais donc sur les presque 1 million de mots juste sur ce sous-corpus-là. Donc, on est, pour redire le terme qu'utilisait ma directrice de thèse, Nicole Guenet, on pèse des œufs de mouche dans des toiles d'araignée. On est sur des toutes petites choses, effectivement, et les calculs de spécificité sont pas toujours évidents à établir sur ce grand nombre de données, et surtout qu'on est sur 2 fois 738 locuteurs différents qu'on voudrait pouvoir comparer. Donc, on est vraiment sur du qualitatif et du quantitatif de façon constante, en l'occurrence. Pum, 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 pum. Voilà. Je ne vais pas vous parler de cette dernière chose qui est l'adaptation de l'écoutant à son interlocuteur, mais je peux revenir dessus si ça vous dit. C'est des choses flagrantes sur comment est-ce que l'écoutant va naturellement parler différemment. On l'a vu là avec le viol, par exemple, selon les thématiques, mais aussi selon l'âge. C'est un peu évident, mais c'est joli à voir quand même. Et on a plein de nouvelles pistes ou de pistes en cours, effectivement, qui nous permettent petit à petit à aboutir, et c'est le but un peu de l'opération, à une espèce de typologie des appelants, typologie aussi des écoutants, comprendre comment les choses marchent bien et comprendre aussi comment parfois les gens viennent se livrer, les gens ils tombent avec la porte dans la pièce pour dire ah, ça va pas, et puis d'autres au bout de 4, 5, 6 sujets seulement, ils disent ne me lâchez pas, j'ai vraiment quelque chose d'important à vous dire. Ils y arrivent très très tardivement parce que on n'est pas tous fait pareil non plus pour venir se livrer, surtout sur un dispositif où on est anonyme, ce qui aide beaucoup, mais où on est anonyme, ce qui peut aussi beaucoup freiner. Un immense merci à vous pour votre écoute. Je vous envoie aussitôt sur l'Instagram et puis sur le blog Hypothèse qu'on a pu créer aussi. Et si jamais ça vous dit de mettre notre magnifique affiche chez vous dans vos murs d'université, par exemple, ou ailleurs, n'hésitez pas, je vous envoie aussitôt effectivement l'affiche. C'est très, très précieux pour réussir à construire aussi un discours autour de ce corpus pour qu'on comprenne de la meilleure façon possible. Un grand merci encore pour votre invitation. J'ai oublié de vous dire ça au début. Donc voilà, ça y est, j'ai fini. Pardon. Merci. Merci beaucoup, Gudrun, pour cette intervention extrêmement riche. Et j'ai l'habitude de dire ce que je pense, donc vraiment extrêmement riche. Alors, et ça confirme un peu ce qu'on se disait, je crois, avant l'enregistrement, c'est-à-dire que, eh bien, c'est vraiment un exemple où l'étude, enfin, la linguistique interne, je ne sais pas si ça veut dire grand-chose, mais est vraiment au service d'une meilleure connaissance du monde. Et moi, je suis oui, assez, pas interloqué, le mot, pas le bon mot, mais voilà, je suis assez, j'ai appris plein de choses, j'aurais plein de choses à dire, mais je voudrais, avant de donner la parole aux autres personnes, parce que les questions risquent d'être nombreuses, il y a juste quelque chose qui m'a pas dérangé, mais qui parfois m'a induit en erreur, c'est l'opposition appelant-écoutant. Oui. Parce que finalement, c'est du registre de l'oral, ça, appelant-écoutant. Oui. Voilà, c'était juste un petit détail. Et bon, c'est vraiment un détail sans importance, mais parce que la situation d'appelant-écoutant, c'est pas la même. Et il y a des différences, et puis il y a des. On n'a pas trouvé un bon mot. Pour être très rapide, on n'a pas trouvé un bon mot. Et on s'est dit, ça ressemble quand même beaucoup à ce qu'on fait au téléphone. Il y a quelqu'un qui appelle. Ils utilisent, c'est ça qui est aussi. On s'est permis ça parce qu'ils parlent en termes de je vous parle, je vous écoute. Et ils sont très, très peu sur l'acte d'écrire, en fait. Ils sont vraiment sur
je discute avec vous comme si je vous avais au téléphone, mais tout ça, ça passe par un écran et ça passe par l'écrit. Donc, c'est aussi parce que eux-mêmes sont dans cette nomination-là qu'on s'est permis de réutiliser ces termes-là. Mais oui, ça embrouille, mais on n'a pas trouvé de meilleur terme, scripteur, mais du coup, comment est-ce qu'on nomme l'un ou l'autre? Et il y en a un qui appelle et l'autre écoute, même si ça se passe par écrit. Mais si les gens ont un meilleur terme à nous proposer, ou s'il y a Non, des usages, il y a beaucoup de lignes d'écoute, hein, il y en a bien mais plus que 80, je crois. Je ça suis embrouille preneur. pas. Ça Mm. illustre justement qu'il y a un peu une forme d'osmose entre tout ça. C'est ça, Voilà, totalement. Mm, mm. j'aurais pas dû dire. Enfin voilà, Non, non, mais voilà. c'est vraiment intéressant. On a souvent cette remarque et on est désarmé parce que bah, c'est important aussi de voir comment ils se nomment eux-mêmes. On n'a pas trouvé de meilleur terme. Les personnes qui forment vont préciser qu'ils sont sur le chat ou sur le mail, etc., quand ils m'en parlent. Mais en fait, ils n'ont pas une étiquette plus convenante que celle qu'on utilise. Donc, on continue. Mais ça, oui, ça étonne à chaque fois. Mais l'osmose, c'est très joli. Merci, merci. Alors, je crois que Damien Deyas a levé la main. Alors, la parole est libre, hein, donc dès que je vois une main se lever, je donnerai la parole. Oui, merci, merci beaucoup pour votre conférence. C'était passionnant. J'ai une question et une remarque sur la phraséologie des conférences. Euh, ma remarque peut-être d'abord, j'ai trouvé très très intéressant le tableau avec l'évolution de l'usage de l'astérisque. Ah Parce oui. que je relisais il y a pas longtemps la partie de la grande grammaire du français d'Abélier sur les discours numériques et enfin l'écriture numérique, je sais plus comment il l'appelle, et sur les émoticônes. Et je me disais, c'est quand même marrant. C'est pas, ça colle pas à beaucoup d'usages en fait. Et je trouve que ce que vous montrez là, c'est la démonstration que dans les discours numériques, les usages changent très très rapidement Oui, et c'est c'est vrai. très très difficile de les décrire, surtout si on prend en compte les usages et puis l'évolution de la norme qui est très instable. Et donc, je trouve que c'est une démonstration de ces usages fluctuants. C'est à la fois, je trouve, simple et limpide sur cette Oui. question-là. Et ma question, elle est peut-être beaucoup plus déceptive. C'est c'est sur, Non, mais je partage l'enthousiasme trépidant pour non, mais- l'astéripoint, comme je l'appelle. Je trouve que c'est passionnant. Et je regrette qu'il n'ait pas pu s'imposer, mais on sent qu'il y a un étonnement devant, mais qu'est-ce qu'il veut bien vouloir dire? Parce que c'est autant côté, ça pourrait être trois petits points, ça pourrait être une insistance. C'est pas suffisamment transparent, mais je me dis que peut-être qu'un bon article et un éclairage dans la presse pour dire, oh, on a utilisé ça à un moment, pourrait les faire revenir, j'en sais rien. Ben, il se confond justement du côté des émoticônes qu'on a un petit peu, mais très peu, avec un bisou. oui, Les oui. deux points, le nez du 6, et puis l'astérisque est un bisou. Et je crois que les émoticônes arrivant avec les bisous, peut-être qu'on s'est dit, mais pourquoi il me fait un bisou? Je sais pas. Mais on n'a aucun discours et on a même demandé sur Reddit s'il y a des gens qui se souviennent vaguement, parce que ça fait depuis des années qu'ils sont sur des réseaux et tout ça. Et personne n'a réagi en disant, ah ouais, je me souviens qu'à un moment, on avait l'astérisque. Donc, mystère total, mais passionnant. Très, très joli à voir, vraiment. Donc, voilà. On va le réimplanter. Pardon. Non, mais non, mais je vous en prie. Ma question, elle porte sur l'utilisation de l'IA pour traiter des corpus comme ça aussi. C'est très nouveau. Les normes changent aussi dans la recherche, l'analyse du discours et les interactions. Euh, quel est enfin, pour avoir votre retour sur l'usage de l'IA vous avez utilisé DeepSeek, je crois aussi, donc de l'IA chinoise, dans les traitements de corpus et bon, voilà, qu'est-ce que vous en pensez? En fait, là où, au départ, moi, j'étais plutôt pas très partant, parce que d'une part, on peut pas mettre le corpus, on peut pas le donner à Google, naturellement, et tout ça. Donc, je me suis dit, comment faire? Le dispositif qu'ont trouvé mes deux collègues en informatique, c'est-à-dire de le mettre dans une machine en off. Alors, c'est pas la totalité du coup de l'IA, mais c'est une bonne partie de l'IA. Ils la font tourner sur des sites qui sont totalement protégés et tout, donne des résultats vraiment bluffants. Mais, et c'est là où je suis rassurée sur nos compétences de lecteur quand même, je vous donne un exemple qui est assez intéressant. C'est que c'est, on a fait des vérifications sur un tiers des conversations du coup qu'il a identifiées et tout ça, et on a trouvé, je crois, un ou deux seulement qui manifestement n'étaient pas bons. C'est-à-dire qu'il disait il y a de la violence et puis il y a du sexe, donc il doit y avoir
la violence, je vous le simplifie, c'est pas très drôle, mais pardon, c'est juste pour me moquer un peu de la machine. Et donc, une seule fois, il s'est trompé, mais vraiment, c'était très fort. Et puis, il fallait vraiment lire le tout pour se dire, ben non, en fait, non, 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 pas vraiment. Non, non, on le met en dehors. Par contre, là où c'est vraiment passionnant, c'est qu'on a complété cette première étude avec un épluchage de allons voir quand il est question de termes qui sont en lien avec le consentement. Il y a un groupe qui est sur le consentement et du coup, on a commencé à cogiter là-dessus. Pardon, c'est pas un groupe, une ANR, excusez-moi, j'ai oublié son petit nom. Et du coup, on a regardé ça. Et là où ça devient vraiment intéressant, c'est qu'on a toute une série de conversations où il est question de consentement, mais ils sont pas dans ceux que l'IA a pu identifier. Donc, c'est ça que je disais aussi avec le côté, on est sur des œufs de mouche pesés des toiles d'araignée. On est souvent, chez beaucoup de locuteurs, surtout sur le viol, en fait, en particulier, on se dit, mais a priori, sur le reste, donc aussi, sur des choses qui sont dites avec très peu de mots, avec des mots très banal, avec des mots un peu passe-partout. Et c'est par le tricotage de toutes les phrases les unes dans les autres qu'on comprend quel est le problème, en fait, qu'on comprend qu'il y a quelque chose qui n'est pas de l'ordre du normal, mais c'est au tout début de la conversation, puis à la toute fin. Et la machine n'est pas toujours capable de faire les lectures que nous on fait. Donc c'est un Oui, super outil, mais ça suffit pas. Et donc c'est ça que je oui, trouve bien, vraiment. C'est une vraie aide, ça permet de condenser, mais il faut qu'on travaille autour, il faut qu'on émulsionne un peu dedans aussi quand même. Mais plutôt bluffant pour l'instant, parce que on a cette combinatoire de machines qu'on peut mettre ensemble autour d'un même corpus, en fait. C'est de par la diversité que je commence à trouver ça vraiment intéressant. Mais ça suffit pas. Il faut vraiment bien le compléter. Et oui, oui. c'est un exercice vraiment plutôt pertinent pour un énorme corpus comme ce qu'on a là. Sinon, si on doit le faire à la main, même avec la lexicométrie, le corpus est trop grand en fait pour travailler tout ça. Et donc, on a vraiment besoin de faire des calculs. En même temps, on a besoin de faire des sous-corpus, on a besoin de faire des annotations qu'on inverse, qu'on verse dans le corpus dans TXM après coup. Et après, une fois qu'on aura tout annoté, on pourra tirer quelques fils de dire, tiens, à quel moment arrive la thématique, avec quels termes les choses sont dites. Voilà. Mais ça demande un énorme travail effectivement préparatoire, mais qui nous passionne bien. Voilà. D'accord. Bon, je me serais peut-être tenté alors. Merci beaucoup. Merci. Si je peux à mon tour poser deux petites questions qui ne sont pas forcément en lien, mais comme Damien a parlé d'IA, je voulais rebondir un petit peu sur la question. Euh, c'est pas vraiment une question euh, sur l'IA non plus, mais je m'étais posé la question suivante. Comment est-ce que vous interprétez l'importance de la question récurrente? Est-ce que vous êtes un robot au début? Est-ce que pour vous, c'est une sorte de stratégie d'évitement? C'est-à-dire, j'appelle, mais je suis pas sûre de mon coup et j'essaye de trouver une raison pour raccrocher, ou pas du tout, à votre avis? Non, non, c'est vrai. A priori, ils doivent avoir un peu comme je dis pas un répondeur, mais quelque chose à l'écran qui dise vous avez deux attendants devant vous ou quelque chose de cet ordre-là. Il faudrait que j'arrive à identifier, mais ça date et on n'a pas forcément D'accord. la mémoire aussi immédiate, mais ça doit être quelque chose comme ça. Et donc, quand ils rentrent dans la conversation, surtout quand ils y viennent pour la première fois, et c'est plutôt ces cas de figure-là, quand on a quelques personnes qui rappellent et ils le font plus en fait. Donc, c'est ça aussi. Et c'est plutôt pour être sûr d'avoir un interlocuteur. Et ça se fait balayer extrêmement rapidement. Ceux qui en parlent plus tardivement, c'est Hmm. c'est à partir de quelque chose qui s'est passé dans la conversation, en fait, Ouais. où ils disent, mais vous m'avez mal compris, vous m'écoutez vraiment, vous n'êtes pas un robot quand même. Voilà, quelque chose comme ça. Mais c'est pas, il y a des gens qui vont plutôt, quand c'est pour éviter, en fait, parce qu'on n'ose pas trop, c'est Hmm. pas tellement sur le robot, parce qu'il y en a très peu, Ah, en fait, qui parlent du robot. Il y a ok. beaucoup de personnes qui arrivent, qui disent, je sais pas comment ça se passe ici. Et donc, ils se font donner un peu le mode d'emploi. Et puis, ils disent, je sais pas comment démarrer. Et puis, il y a plusieurs questions de relance, etc. Allez-y, ben, on est ensemble et tout. Vraiment pour rassurer, ils disent, non, j'y arrive pas, je suis désolée, et ils repartent. Donc, Ah oui. c'est pas, voilà, on met pas le couteau non plus sur la gorge, mais Non. ben, c'est pas toujours évident. Et il y a des gens qui disent très clairement qu'ils préfèrent le téléphone ou à l'inverse. Et ces discours-là sont extrêmement éclairants aussi sur qu'est-ce qui
qu'est-ce qui semble effectivement vraiment bien marcher, plutôt sur un téléphone, plutôt sur un chat. J'ai l'impression que le silence sur le chat est encore plus lourd qu'au téléphone. Parce qu'au téléphone, on entend quand même l'autre qui est là, qui frotte un peu son oreille, qui respire tout simplement, il y a du bruit. Et là, on n'a rien. Au tout début, a priori, on ne devait même pas avoir les petites bulles qui montraient qu'il y avait quelqu'un en train de taper de l'autre côté. Donc, c'est l'installation, effectivement, du dispositif est vraiment intéressant à regarder aussi pour cerner ce qui, techniquement, aussi va rassurer, va marcher. C'est pas si évident que ça, effectivement. Mais, ouais. Oui, d'accord, c'est plutôt contextuel. Et j'avais une autre question, alors peut-être que vous l'avez dit et que j'ai mal saisi. Alors c'est intéressant parce que vous avez coupé sur l'adaptation entre l'appelant et l'écoutant, ça m'intéresse aussi, mais justement en rapport avec cela, est-ce que les appelants demandent à parler à un homme ou une femme? Oui. Oui. Alors ça, ouais. On a ces cas de figure-là. C'est tout un travail qu'on est en train de faire sur ce qu'on appelle l'extimité, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe, justement, c'est ça, je voulais vous dire ça par rapport au viol, mais j'avais trop de choses à dire. Qu'est-ce qui se passe euh, quand l'écoutant donne son genre? Donc, il y a des écoutants qui vont dire, mais si on était au téléphone, vous auriez entendu que je suis un homme, par exemple. Par écran, ça ne se voit pas, ça ne s'entend pas. Et donc, il y a des réactions un peu de bon sens. Et puis, il y a un côté, je comprends que vous me posiez la question, je suis un homme, effectivement, si ça vous gêne. Et donc, selon, naturellement, les cas de figure, viol et consorts, naturellement, on va dire, voilà, je vous demande pas de parler avec moi parce que je suis l'association. Je comprends parfaitement et vous pouvez rappeler. Et majoritairement, il y a des femmes. 75% des écoutants sont des écoutantes, effectivement. Donc voilà, il n'y a aucun souci là-dessus. Mais ils ne disent pas toujours, ils ne donnent pas toujours, effectivement, leur genre. Donc il y a des grandes discussions autour de ça, un peu comme le robot. Bon, peut-être moins drôle parfois, parce que c'est vraiment quelque chose d'important pour l'un comme pour l'autre, de livrer ou de ne pas livrer. Il y a par exemple un très très bel exemple, et c'est pour ça que ça peut pas être Google ou même là du coup l'IA qui nous dit ceci est un homme, ceci est une femme. Il y a une jeune fille qui, pendant toute la conversation, arrive à cacher son genre et l'écoutant dit, je peux vous poser la question de savoir si vous êtes un homme ou une femme? Et elle rigole et dit, ah, ça me fait vraiment plaisir. C'est ma problématique à moi avec laquelle je me bagarre, entre guillemets, hein, dans le sens plutôt positif. Et elle dit, ça me fait plaisir que j'ai réussi à ne pas me révéler, mais je suis une fille, mais plutôt garçon manqué. Et donc, il y a toute une problématique autour du genre, au sens où ça se joue du coup sur un écran très différemment de ce qui se passe au téléphone. Il y a des demandes de révélation de genre. Normalement, ils ne doivent pas le faire, mais on voit qu'il y a des écoutants qui le font. Alors, selon les thématiques, naturellement, ils vont plus volontiers le faire. Par exemple, autour de la thématique viol, vous avez 75% des écoutants qui vont livrer leur genre, alors qu'on n'est pas à 25 sur le corpus en général. Donc, voilà, c'est une vraie adaptation sur ce point-là et qui est du coup qui fait partie pour nous de ce qu'on appelle l'extimité, ce partage de quelque chose de très intime, mais qui fait partie naturellement de l'accueil empathique selon les thématiques. Pas tout le temps, mais on a naturellement effectivement des cas de figure où c'est nécessaire en fait. Donc voilà, ça c'est vraiment c'est très très joli aussi à cerner comment, à travers naturellement de la formation, mais aussi beaucoup beaucoup de bon sens, il y a une solution extrêmement fine qui est mise en place par cet écran-là, quoi. Donc voilà. Merci beaucoup. Et Merci. je ne vais pas reposer une autre question, mais je tenais quand même à souligner enfin, c'est vraiment très très intéressant tout ce que vous avez pu identifier comme particularité sur les pronoms personnels en fonction de ce qui est dit dans le dialogue et aussi au travers du lexique en termes de mots spécifiques qui sont posés plutôt par l'écoutant que par l'appelant. Et je pense que le mot victime, alors je ne l'ai pas forcément vu, mais je pense qu'il est dans la liste. Le mot victime, ça doit être aussi très visible. L'appelant ne Non, c'est ça, très désigne souvent. pas en tant que Oui, victime. Et complètement. c'est la même chose pour désigner la violence qu'ils ont subie. C'est plutôt... et je trouve Oui, ça vraiment très, très intéressant, ouais. cette disparité. Souvent, on a l'écoutant, effectivement, qui va dire, mais vous voulez parler de viol?
Et puis la personne a du mal à réagir, hein. C'est très 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 fréquent. Et ils disent, j'ai vraiment besoin de mettre un mot dessus et d'être sûr de quoi on parle. Et ça permet à la personne en face d'identifier, de se dire, ah oui, c'est un viol, ah oui, je suis une victime. Il y a beaucoup beaucoup de discours autour du fait de se désigner ou de désigner l'autre effectivement dans ce statut très très précis. C'est une vraie conscientisation pour beaucoup. C'est très très joli, hein. C'est vraiment extrêmement intéressant à voir. Et c'est une vraie aide parce que, alors pourquoi on a tant de jeunes qui viennent aussi sur les écrans? C'est que ces conversations-là, personnellement, je pleure dès que je regarde un dessin animé, donc j'aurais du mal à appeler, je crois, hein. Mais du coup, on peut pleurer tout ce qu'on veut, avoir la voix qui flanche, ça ne se voit pas sur les écrans. Et donc, c'est une vraie possibilité de se livrer tout en se livrant pas aussi corporellement, en fait. Ils le disent très, très régulièrement dans les entretiens aussi, mais aussi sur le chat. C'est extrêmement intéressant sur ces cas de figure quand même très, très complexe où on est en train de comprendre qu'il y a quelque chose qui ne va pas et qu'on a un interlocuteur en face qui est formé pour nous faire comprendre que oui, oui, effectivement, vous êtes bien une victime qui permet une compréhension qu'on n'a peut-être pas forcément dans d'autres contextes parce qu'on a affaire quand même à quelqu'un qui est formé pour ça, qui a une obligation plus à guider, à dire que si, là, on met le mot dessus et faites donc peut-être si vous pouvez faites-vous accompagner, faites-vous protéger, faites la démarche aussi juridique. C'est une vraie performativité qui s'inscrit dans ce discours et c'est extrêmement aidant, vraiment, vraiment. Donc, ouais. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions parmi les personnes qui écoutent? Moi, j'en ai eu, de toute façon. J'en ai une qui rejoint un peu ce qui vient d'être dit. Ça concerne les aspects langagiers. Tu as parlé à un moment donné de langue du dimanche. Alors, je ferai juste une petite remarque sur la langue du dimanche. Mais tu as dit pas mal de choses en plus de ça, langue du dimanche, la question justement des pronoms, la question des nominalisations, c'est-à-dire tous ces éléments qui semblent être parfois perçus, tu me dis si je me trompe, hein, parfois perçus comme justement justement une trop grande distance de la part des appelants, qu'on n'aurait peut-être pas à l'oral. Alors ça sera ma question. Alors je fais juste quand même la petite remarque sur langue du dimanche, c'est que la langue du dimanche, j'ai posé un examen il y a 2 ans sur la langue du dimanche aux étudiants. J'ai bon, avec l'idée que tout le monde avait compris que la langue du dimanche, c'était la langue un peu de quand on s'habillait bien pour aller à la messe. Hein, c'est ça. Et j'ai compris l'inverse. C'est plus ça, c'est décontracté. Hein. C'est la langue décontractée. Je te le dis, si demain. Oui, on va changer. Ça a changé. Alors, bon, je ferme cette parenthèse. J'étais très surpris des réponses. J'ai dû recorriger mon barème, du coup. Parce que oui, je comprends bien. 2 points en plus pour le pyjama. Mais alors, justement, la question est un peu brute. Finalement, quels sont les avantages? Vraiment, je fais ça à la hache, quoi. Quels sont les avantages d'une relation par chat par rapport à une relation par téléphone et réciproquement? Alors, pour aller très très vite, par téléphone comme par chat, il va y avoir cette langue du dimanche, si j'ose dire, cette distance. C'est vraiment justement parce qu'il y a cette distance, qu'il y a cette non-implication dans une relation personnelle. Il y a de l'empathie, il n'y a pas de sympathie. C'est vraiment très très important. C'est une distance professionnelle pour se protéger soi, mais aussi pour pouvoir accueillir quelqu'un qui se dit, je viens pas papoter en fait. Je viens faire quelque chose qui va m'aider juste à me livrer, parfois à mettre un mot dessus, à dire le mot. Cette idée de sortir de mots est quelque chose de très important. Pardon, je m'entends beaucoup. Est quelque chose de très important parce que il y a des gens qui n'arrivent pas à le faire à l'oral. Il y en a d'autres qui disent très très clairement qu'ils y arrivent qu'à l'écrit, qu'à l'oral, pas à l'écrit. Donc cette problématique, elle est omniprésente. Mais il y a quelqu'un, par exemple, qui dit très clairement, je n'arrive pas à le dire, et qui vient à plusieurs reprises en parler plutôt librement, effectivement, qui au bout d'un moment va imprimer ces documents pour les partager avec des personnes de son environnement. Parce que c'est le dire oralement est parfois trop réel. C'est comme, voilà, le côté je pleure avec un dessin animé, je mets beaucoup plus d'émotion c'est ma façon de vivre ma langue, hein, après, dans la façon de le parler,
avec tous les gestes et puis les rigolades qui vont avec, naturellement, mais que dans mon écrit, même un écrit SMS, etc., j'ai l'impression de mettre beaucoup, beaucoup de mes émotions là. Et donc, quand j'ai besoin d'en parler, je crois que le chat m'aiderait. Du coup, qu'est-ce que les gens viennent chercher quand ils viennent ou sur le téléphone ou sur le chat? C'est justement cette mise à distance aussi. Et ils viennent souvent chercher quelqu'un qui est, comment je dirais, euh, une figure un peu grand maternelle ou grand paternelle. Quelqu'un qui est plus âgé, qui a un vécu, qui peut donner de la distance, qui peut entendre sans juger. Parce que les gens qui sont plus proches en âge vont être aussi des partenaires de génération et qui vont, on a cette impression-là, on se fait un monde aussi naturellement, et on a l'impression de pouvoir être jugé par ces gens-là et moi par des plus anciens. Ils ne sont pas forcément plus anciens. Parfois, il y a des gens qui sont très jeunes, qui sont écoutants, mais sur le chat, il y a cette figure-là en fait qui émerge. Et donc, c'est même intéressant de voir comment les personnes, qui soient jeunes ou pas jeunes, parlent à des très jeunes, du coup 12 ans. Ils vont utiliser des espèces d'expressions. Je vous le montre vite fait parce que c'est vraiment intéressant. Des espèces d'expressions très, très, très générales. C'est des dictons quasiment. Le silence parle aussi. Un être qui souffre est un être qui souffre. Magnifique tautologie, effectivement. Ça, pour moi, c'était des expressions dans ma tête à moi de non francophones, mais même en néerlandais, j'aurais cru que c'est plutôt des choses entre vieux qui se disent. Je simplifie à trans, c'est horrible ce que je dis. Mais c'est une tournure un peu surannée. En fait, non, c'est vraiment utilisé auprès des tout jeunes. Et c'est vraiment cette image d'une personne plus âgée, docte, et qui a une distance, en fait, pour nous accueillir, nous entendre sans nous juger. Cette absence de jugement est vraiment quelque chose d'extrêmement précieux. Et il y a des gens pour qui le chat est vraiment l'endroit de le faire parce que les moindres intonations dans une voix, ils peuvent parfois mal interpréter parce que sur le moment, ils vont pas bien. Et le chat les aide pour ça. Donc, ce côté, on entend la musique qu'on veut, mais justement, on entend aussi la musique qu'on veut dans le bon sens du terme et on met la voix, comme quand on lit un livre, on met l'image, on met la voix des personnages et parfois les films qui en sont tirés, c'est un peu décevant. Voilà, c'est un peu le parallèle que je poserais, mais c'est extrêmement intéressant, effectivement. Donc, cette langue du dimanche est fait partie de leur costume de travail en quelque sorte et qui est très rassurante, paradoxalement, vraiment. Ouais. Oui, oui, ça je l'entends tout à fait. C'est vrai que c'est rassurant. Euh, alors, moi, j'aurais peut-être une dernière remarque, mais ce qui ne veut pas dire que c'est la clôture des échanges, on a encore un peu de temps éventuellement. C'est indépendamment du contenu des chats, indépendamment de tout ça, je me dis que c'est un observatoire intéressant pour un certain nombre d'usages. Ouais. On parlait de l'astérisque, parce que moi, je découvre. Pour moi, l'astérisque, c'est au mieux la marque de la grammaticalité d'une Oui, phrase. justement. Le reste, Justement. Ouais. Il n'y en a pas beaucoup mais, dans les chats, je vous avoue. mais, oui, je pense pas qu'il y ait beaucoup de jugement de la grammaticalité. Mais, mais moi, je découvre, et ça peut être, c'est bien cette idée de, enfin moi, c'est un truc mon credo, mais de genre de discours qui viennent, en quelque sorte, être des terrains pour observer l'évolution de la langue ou la réalité de la langue. Et là, manifestement, je ne pensais pas qu'il y avait autant de choses d'utilité pour cet astérisque. Oh, j'ai pas tout dit en plus. En plus, Il y a alors, les astérisques autour de hausse les épaules. Celui-là, on le connaît par le RC. C'est pour dire des gestes, c'est du didascalie en quelque sorte. Il y a astérisque, hausse les épaules ou rigole très fort et puis astérisque. Et on décrit en fait un geste qu'on fait ou une émotion très forte qu'on fait. C'est comme des guillemets, mais spécifiquement sur les actions. Il y a une très belle thèse là-dessus, vraiment. il y a une thèse en cours là-dessus. Non, déjà passé, j'ai oublié le nom, un très très long nom, mais ouais, qui fait une très belle thèse en allemand là-dessus, c'est extrêmement intéressant. Ouais. Mais sur l'astéripoint, pas encore de thèse, ouais, mais je m'y attaque. Un article, ça serait déjà pas mal. Ça serait... Oui, oui, c'est en cours, c'est extrêmement Tant intéressant, mieux, vraiment. c'est Ouais, c'est passionnant. super. Ah, ah. Alors, est-ce qu'il y a éventuellement une dernière question, une dernière remarque ou si, quand même, vraiment encore sur l'astérisque, j'ai pas compris pourquoi France Info met l'astérisque entre V et OL. J'ai Oui, pas bien compris. c'est ce qu'on appelle algo-speak, c'est pour passer sous les algorithmes. Alors, je sais pas où il est parti, mon robot. Hop, Oui, hop, hop.
c'est, non, je ne sais plus. Ah, voilà, Astérie Point, il est où? Il est là, voilà, Voilà, Algo il est là. Speak. Ouais, je sais pas comment ça s'appelle en français. En fait, si vous regardez France Info, il y a parfois du sous-titrage ou des titres, ou alors c'est des transcriptions en direct, et ils mettent en fait un astérisque à la place du i pour viol. Il y a plein de mots. Ce serait intéressant de voir quels sont les mots que France Info met effectivement avec astérisque. C'est pour éviter qu'on se fasse retoqués en fait par une machine, j'imagine, qui disent ah non ça je peux pas mettre en ligne. Si jamais il y a des rigolos, des stagiaires qui font des bêtises sur les traductions en direct ou je sais pas quoi, je comprends pas très bien, mais oui, c'est très répandu sur les petits. C'est des mini podcasts qui durent 2 minutes ou 3 minutes et qui font des commentaires comme ça filmés sur les actualités. Ben, c'est extrêmement fréquent. Et donc, mais même sur Internet, tout court, sur justement des forums, des chats, des choses comme ça, on passe sous les radars en écrivant des astérisques à la place de certaines lettres pour qu'on puisse quand même utiliser certains termes, mais ils se font très rapidement en fait récolter et donc on se fait barricader par des machines qui disent ah non vous utilisez des mots qu'on peut pas utiliser, merde par exemple, je suis désolée, M tant de points, ben on se fait bloquer, alors peut-être pas sur celui-là mais voilà, mais sur viol, sur des grosses insultes, on se fait bloquer effectivement si on ne met pas les astérisques. Mais ce serait intéressant à regarder lesquels sont récoltés au fur et à mesure, ça concerne quel site, quelle machine, tout ça. Ouais, c'est assez intéressant. Dommage pour l'astérisque, mais voilà. Mais Je c'est vrai que préfère en ponctuation. c'est très intéressant sur les réseaux sociaux, dans les commentaires sur les réseaux sociaux. Alors on parle de censure tout simplement ou d'algospeak aussi. Et ce qui est très drôle, ça m'y fait penser, quand j'ai commencé à saisir mon corpus avant que ce soit numérique, les versions papier, je les ai saisies en dictée vocale. Mm. Et quand ça ne fonctionnait pas, ça m'arrivait d'échapper à un gros mot, justement. Et ben, Ouais. le mot était censuré par des astérix, Superbe. en Ah dictée ouais. vocale. Et c'était Superbe. assez drôle parce que Ah je oui, me oui, dis, oui. c'est Word qui me censure. En tout Superbe. Ah, ça, cas, c'est génial. en Ça, tout c'est cas, super info. Ouais. la communication d'aujourd'hui ne sera pas censurée. Euh, Même le gros Au mot que je peux dire. contraire, dès que tu nous en donneras l'autorisation, eh bien, nous la mettrons sur le site. Avec plaisir. Moi, c'est avec plaisir que je recevrai l'affiche dont tu m'as parlé, Ok, là, dont tu nous as parlé, parfait. avec grand plaisir. J'envoie, Puis tous ceux j'envoie. qui sont là, Alors, moi aussi, justement Superbe. pour illustrer la mise en ligne. Ah, c'est par très bien. exemple. Parfait. Je l'envoie tout de suite. Et Voilà, et puis, l'accord, je ne sais pas s'il y a un papier à signer ou quoi, mais oui, accord, naturellement. L'accord oral, ça vaut aussi, donc ouais, sans souci. Un grand plaisir. oui,